quand j'étais petit, on nous parlait des poils absorbants. On prenait une petite germination d'ailleurs, on voyait très bien les poils absorbants sur la germination. Quand on mettait les poils dans de l'huile, en laissant la partie supérieure et le bout de la racine dans de l'eau, la plante crevait et on disait tiens, elle absorbe de l'eau par les... et sans doute des sels minéraux aussi par les poils absorbants. Bref, on est tous nés avec les poils absorbants, d'accord, qui sont en fait des cellules extrêmement déformées et qui font des filaments qui augmentent la surface d'échange avec le sol. Nul ne songe à nier, 1, qu'à la germination, les plantes ont des poils absorbants et que c'est comme ça qu'elles mangent. D'ailleurs, c'était des germinations qu'on étudiait, ou des regerminations d'oignons racines dans l'eau. Et 2, nul ne songe à nier que certaines plantes dans l'évolution, secondairement, se démerdent toutes seules avec des poils absorbants. C'est ce que font les plantes de la famille du chou et certaines plantes de la famille du sarrasin. Brassicacées et polygonacées, elles font comme ça. Elles se démerdent avec des poils absorbants à l'âge adulte. Mais, pour 9/10 des plantes, ce n'est qu'un trait juvénile. Car 9/10 des plantes interagissent avec des champignons du sol. Et elles forment 2 grands types de mycorhizes. Le premier qui vous intéresse, parce que c'est celui qu'on retrouve dans les systèmes agricoles, c'est l'endomycorhize à arbuscule. Alors, je vous montre un petit film qui se passe dans le sol et où on voit très bien toutes ces racines là qui émettent des sécrétions, ce qui est marqué en vert là. Et évidemment, ce qu'elles sécrètent est d'autant plus concentré qu'on se rapproche d'elles. Pour des filaments en croissance, ces molécules émises peuvent être pas reconnues ou reconnues, et les filaments des champignons, donc, que je vais décrire, répondent à ces molécules qui sont des strigolactones, d'une part en se ramifiant et d'autre part en émettant des substances qui sont des facteurs MYC, je vais vous réécrire les noms, qui font se ramifier la racine. Bref, les deux se ramifient l'un à côté de l'autre, ils finissent par se rencontrer. Les filaments font une espèce de cloque sur la racine, et cette cloque pénètre en repoussant la membrane des cellules, donc sans les tuer, dans la racine, et finit au niveau de certaines cellules. Ces filaments finissent au niveau de certaines cellules par se ramifier tout en respectant la membrane de la cellule, mais à l'intérieur de l'enveloppe cellulosique, se ramifier en un arbuscule, par lequel arrive tout ce que ces champignons ont prélevé dans le sol. C'est de l'eau, c'est des sels minéraux, de l'azote, du phosphate, du potassium, du zinc, du fer, enfin aussi des trucs en plus petite quantité. Vous y êtes. Cependant, la paroi de la plante est riche en sucres issus de la photosynthèse, qui sont prélevés par le champignon, ils sont en jaune ici, et ils migrent vers le champignon. Ça va? Échange de sucre contre des photosynthétas. Vous voyez au passage l'importance des sécrétions racinaires, et notamment de certaines molécules comme les strigolactones, qui sont émises par la plante, et le champignon répond, lui, en se ramifiant et en fabriquant des molécules diffusibles qu'on appelle les facteurs MYC, qui sont en gros des petits polysaccharides, pour faire simple. Ça va? Donc ça, c'est la reconnaissance et puis la mise en place d'une association à bénéfice réciproque, en fait d'une symbiose. Alors ça, c'est le cas général. Les symbioses débouchent la formation dans certaines cellules, enfin dans certaines cellules, dans la paroi de certaines cellules, mais quand même dehors, parce qu'il y a toujours la membrane de la cellule qui est là, mais simplement ça rentre dans la capsule de cellulose plus ou moins lignifiée, mais ça ne rentre pas dans la cellule. Il y a des arbuscules qui se forment et qui sont le site d'échange entre les partenaires et qui sont le site d'un échange où la plante donne des sucres. On sait maintenant qu'elle donne aussi des lipides. Ces champignons-là sont infoutus de faire leurs lipides. Et des vitamines aux champignons, tandis que le champignon, lui, il va chercher de l'eau et des sels minéraux dans le sol, pour lui aussi. Hein. La plante fait aussi la photosynthèse pour elle. Mais il en donne une partie à la plante. Il y a aussi des effets protecteurs, sur lesquels on va revenir un peu après. D'accord? Et cette association, elle est à bénéfice mutuel en termes de nutrition et aussi de protection. Donc ça se passe dans quasiment toutes les familles de plantes, sauf les crucifères et les polygonacées. Et certaines polygonacées. D'accord. Voire certaines kénopodiacées. Ah oui.
Et d'ailleurs, en termes de rotation de culture, ça fait que, on sait très bien que quand on fait de la patate après du colza, il y a moins de mycorhizes. Quand vous amenez des engrais, ça pousse mieux parce qu'en fait, la plante est servie plus vite, plus directement. Elle n'a pas donné de sucre aux champignons. Bon. Du coup, vous diminuez le taux de mycorhisation. D'accord? Si vous le modifiez, vous avez moins d'interactions, moins de champignons, vous perdez la mycorhize. D'accord? Si vous la perdez, la plante, pour se nourrir, s'il y a moins de champignons dans le sol et si elle interagit moins avec, elle va devenir dépendante aux engrais. Première boucle qui fait que plus vous y allez, moins il y a de champignons et plus il faut y aller. La deuxième chose, c'est que cette interaction va augmenter la dépendance aux pesticides, car l'interaction est protectrice. Et donc, vous allez avoir besoin de mettre davantage de pesticides, dont un des effets secondaires est de ne pas être sympa pour les champignons. Donc de diminuer la quantité de champignons. Et du coup, à cause de ça, vous êtes simplement en train de réduire encore l'interaction. Et donc il y a deux boucles qui affranchissent la plante des mycorhizes et qui rendent l'agriculteur dépendant finalement de filières d'amont. Une boucle pesticide et une boucle engrais, une boucle phytosanitaire et une boucle nutritionnelle. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec l'agriculture conventionnelle. Je le répète, ça a permis quantitativement de nourrir, ça pourrait permettre de nourrir toute l'humanité si on distribuait bien la bouffe, et en tout cas, ça a nourri l'Europe. Il n'y a plus de famine en Europe. Mais qualitativement, effectivement, il y a des effets de bord à cause des pesticides ou de ce que deviennent les engrais qui ne sont pas prélevés par les plantes qu'on peut vouloir gérer et améliorer. Et j'insiste là-dessus, le pas suivant, c'est d'essayer de gérer ça. Ça ne veut pas dire que les solutions qu'on imagine seront idéales, mais il faut quand même se placer dans une perspective historique. Et quelque part, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est en ayant recompris, et notamment dans l'enseignement, d'accord, en ayant compris comment fonctionne une plante depuis 450 millions d'années, c'est peut-être essayer de maximiser l'utilisation de ça, plutôt que d'essayer de la faire se défendre d'une autre façon, ou se nourrir d'une autre façon. Alors, je voudrais maintenant dire deux mots, très rapidement, sur ce qu'on appelle les réseaux mycorhiziens. Alors, ça va être une façon pour moi aussi de parler un petit peu de choses qui sont très vulgarisées en ce moment et qui pourtant, pour autant, ne sont pas bien vulgarisées. Parce que moi, je vis à une époque où une partie de mes équipes travaille justement sur les communications par champignons interposés entre les plantes. Et quand je lis la littérature de vulgarisation, où les plantes sont connectées à Internet entre elles, s'avertissent quand il y a un puceron qui arrive, s'entretiennent, s'entraident, nous, on ne voit pas ça. Désolé. Nous rentrons dans une ère où les fake news commencent à se confondre avec la vulgarisation scientifique. On ne voit pas ça, nous. Désolé. Dommage. Il y a même des films qui ont été tournés, des documentaires sur l'entraide entre les plantes. Et moi, je n'ai pas les données. Et là, par contre, je suis dans mon domaine de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on sait des réseaux mycorhiziens et qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que quand des plantes ont des racines qui coexistent, c'est rare quand même que ces racines fusionnent entre elles. C'est surtout quand c'est des racines de la même plante. Par contre, il y a des champignons et ces champignons peuvent rencontrer les racines de deux plantes différentes. Et donc, un même champignon peut coloniser deux racines. Du coup, la mycorhize, bon, c'est une relation entre la plante et le champignon. Enfin, c'est surtout une mise en réseau des plantes par des champignons partagés. Cela dit, ne soyez pas trop plante-centrés, les amis. Ce champignon-là qui est lié à cette plante, qui elle est liée aussi à ce champignon-là, ils sont mis en réseau par les plantes. Donc, quand on parle de réseau mycorhizien, tout le monde dit « Ah, les plantes sont mises en relation par les champignons. » Ouais, sauf que tout le monde se fout des champignons. Moi, je pourrais dire, comme mycologue, les champignons sont mis en relation par des plantes. C'est un réseau. Il n'y a pas de singularité. Il y a deux partenaires et tout ça, ça se... Alors, ces réseaux, par contre, j'ai été un peu négatif au départ en disant qu'on nous survend les résultats. Il y a des échanges. Et pour vous le prouver, je vais prendre l'exemple de travaux que j'avais fait il y a quelques temps sur une petite plante forestière qui n'a pas de chlorophylle, la néocyle d'oiseau. J'ai un peu regardé hier si on en voyait, qu'on était vraiment dans un genre d'endroit où on aurait pu en trouver. On n'avait pas. Bon. C'est une plante complètement sans chlorophylle et qui a des racines, vous voyez, qui ne sont même pas reliées à d'autres plantes. Ce n'est pas une plante parasite comme une orobanche. C'est une plante qui n'a pas de chlorophylle et qui vit toute seule. Enfin, toute seule, sauf que ça, c'est bourré de champignons. C'est bourré de mycorhizes, des mycorhizes d'orchidées. Et quand on essaie de savoir quel champignon c'est, alors pendant tout le 19e siècle, les gens essaient de mettre en culture pour identifier,
Dans tout le XXe siècle, ils essaient de mettre en culture pour identifier. Ils sortent des tas de merde, des pénicilliums, des aspergillus, que des contaminants. Et ensuite, Marc-André arrive. Et en une semaine, on prend la racine, on broie, on extrait l'ADN, on regarde quel est l'ADN du champignon, on a eu la réponse. Alors, ce n'est pas Marc-André qui a du mérite, hein, sauf d'être allé déterrer les plantes. C'est juste les techniques moléculaires. En 2 semaines, on a su ce que c'était. Parce qu'on a utilisé l'ADN. J'ai déjà parlé de ces méthodes, ça peut s'appliquer aux racines aussi. Et alors, le champignon, on a été très étonné de voir que c'était le même que celui qui formait des mycorhizes sur les arbres autour. Cette plante forestière, elle est associée à des champignons qui sont associés à des arbres autour. Et du coup, une racine de l'orchidée a le même champignon. Alors, on a même été jusqu'à repérer les individus. Parce que, quitte à avoir leurs ADN, on peut utiliser les méthodes de la police scientifique pour dire, bon, ok, c'est l'espèce bidule. En l'occurrence, c'est des sébacinables, on s'en fout. Mais alors, quel individu c'est? Et on peut montrer que c'est le même individu sur les racines des 2 plantes. Vous y êtes? Ici, l'ADN sert même à aller jusqu'à repérer les individus champignons. Comme on peut repérer des coupables en police scientifique. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que c'était le même champignon. Et quand on fait des marquages de la photosynthèse des arbres, en amenant, je ne sais pas moi, du carbone 13 par exemple, une forme non radioactive mais rare du carbone, eh bien on retrouve plein de carbone 13 dans cette plante, alors qu'on n'en retrouve pas dans les autres plantes autour. Ça va? Donc ça veut dire que vraiment là, la plante se sert du réseau, elle a évolué vers un type de nutrition qui est rendu possible par les réseaux. Donc que ce soit clair, il y a de la bouffe qui peut passer dans les réseaux. C'est rangé. Alors tout le monde est surexcité par ça, mais je vais vous dire un truc. Quand j'arrive et que je germe, et que je trouve un champignon qui est entretenu par des plantes adultes, je me connecte au champignon. Je vais manger comment? En utilisant l'azote et le phosphate que le champignon trouve partout. Comment ça se fait qu'il allait le chercher partout? C'est eux qui ont payé. Ce qui m'amuse dans cette histoire, on dit, il y a des échanges de bouffe. Oui, mais c'est rare. Le truc le plus général, c'est que quand tu arrives quelque part et que tu germes, tu te connectes à un réseau prépayé. Et ça, c'est énorme. Alors c'est moins waouh, mais en fait, en termes de budget, quand vous avez une pauvre plantule qui sort son mini cotylédon qui ne pourrait pas nourrir un champignon, et vous payez des champignons de ouf, d'arbres de 30 mètres de haut. Là, vous sentez que le réseau, avant même les échanges de bouffe, il a un rôle énorme. Mais il y a des échanges de bouffe qui peuvent circuler.